Vous avez probablement déjà bu un verre d'eau aujourd'hui, peut-être même sans y penser. Quelques secondes, un geste presque automatique. Pourtant, à l'instant précis où cette eau franchit vos lèvres, elle déclenche une chaîne d'événements biologiques d'une incroyable précision. Des millions de cellules commencent à réagir, des capteurs analysent déjà l'équilibre de votre sang, des organes se préparent à recevoir, redistribuer ou conserver cette eau. Et quelque part dans votre cerveau, des circuits spécialisés surveillent discrètement chaque étape. Ce qui ressemble à un simple verre d'eau est en réalité le début d'un voyage à travers l'un des systèmes de régulation les plus sophistiqués du corps humain. Suivons une seule goutte, depuis le moment où elle entre dans votre bouche jusqu'au moment où elle la quitte. En chemin, elle traversera des barrières microscopiques, circulera dans votre sang, pénétrera dans vos cellules et influencera des fonctions aussi essentielles que votre concentration, votre température corporelle, votre pression artérielle et même votre respiration. Et la première surprise arrive beaucoup plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Dès que vous portez le verre à vos lèvres, la digestion commence, même si l'eau n'a pas besoin d'être digérée. Les récepteurs sensoriels de votre bouche détectent immédiatement sa température, sa texture et son volume. En une fraction de seconde, ces informations remontent vers le cerveau. Ce dernier ajuste déjà certains réflexes, notamment ceux qui contrôlent la déglutition. Avaler paraît simple. Pourtant, c'est une incroyable précision. Plus de 50 muscles travaillent ensemble pour faire descendre l'eau dans la bonne direction. La langue pousse le liquide vers l'arrière de la bouche, le palais ferme le passage vers les fosses nasales, le larynx remonte légèrement, puis un petit clapet appelé épiglotte bascule pour protéger vos voies respiratoires. Pendant moins d'une seconde, votre respiration est brièvement interrompue. Vous ne vous en rendez presque jamais compte. Tout cela pour qu'une simple gorgée emprunte exactement le bon chemin. L'eau glisse ensuite dans l'ésophage, un tube musculaire d'environ 25 cm de long. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle ne tombe pas sous l'effet de la gravité. Même si vous buvez de tête en bas, elle peut atteindre votre estomac. Pourquoi ? Parce que l'ésophage fonctionne grâce à une série de contractions coordonnées appelées péristaltisme. Comme une vague qui progresse de haut en bas. Chaque contraction pousse délicatement l'eau vers sa destination. En quelques secondes seulement, notre goutte atteint l'estomac. C'est ici que beaucoup imaginent que l'eau reste pendant un long moment. En réalité, c'est presque l'inverse. Contrairement aux aliments riches en protéines ou en graisses, qui peuvent séjourner plusieurs heures dans l'estomac, l'eau pure ne fait souvent qu'une courte halte. Si votre estomac est relativement vide, une partie de cette eau commence déjà à franchir le pylore, la petite ouverture située à la sortie de l'estomac, parfois en seulement quelques minutes. Pourquoi cette différence ? Parce que l'eau n'a pratiquement rien à transformer. Elle n'a pas besoin d'être découpée par des enzymes, ni brassée longuement par les contractions gastriques. Son rôle est ailleurs. L'estomac agit donc davantage comme une zone de transit qu'un tag-d'aphore. Des études utilisant des techniques d'imagerie ont montré que l'eau quitte l'estomac beaucoup plus vite que la plupart des personnes ne le pensent. Cette vitesse dépend notamment de la quantité bue, de sa température et de la présence ou non d'aliments déjà en cours de digestion. Mais voici une idée reçue qui mérite d'être corrigée. Buvez un verre d'eau ne signifie pas que votre corps est instantanément hydraté. À cet instant de notre histoire, presque toute cette eau est encore à l'extérieur de vos cellules. Elle n'a pas rejoint votre circulation sanguine, elle n'a pas atteint votre cerveau, elle n'a pas alimenté vos muscles. Le véritable voyage n'a pas encore commencé. Car juste après avoir quitté l'estomac, notre goutte s'apprête à entrer dans un organe dont la surface réelle est comparable à celle d'un court de tennis. C'est là que l'immense majorité de l'eau sera absorbée, molécule après molécule. Et ce qui se passe à cette étape est bien plus fascinant qu'une simple absorption. Notre goutte vient de quitter l'estomac. Devant elle s'étend un tube de plusieurs mètres de long qui paraît à première vue étonnamment ordinaire. Pourtant, c'est ici que se déroule l'une des opérations de transfert les plus efficaces du vivant. Bienvenue dans l'intestin grêle. Si vous pouviez observer sa paroi au microscope, vous découvririez un paysage qui ressemble davantage à une immense forêt qu'à un simple tube digestif. Des millions de replis, de villosités et de micro-villosités recouvrent sa surface. Cette architecture multiplie considérablement la zone d'échange, offrant une surface estimée à plusieurs dizaines de mètres carrés. Chaque centimètre carré est conçu pour capter rapidement l'eau et les nutriments avant qu'ils ne poursuivent leur chemin. Notre goutte arrive maintenant au contact de cette surface vivante, mais elle ne peut pas simplement traverser la paroi intestinale comme si celle-ci était une passoire. Chaque molécule d'eau doit franchir une barrière de cellules étroitement organisée. Certaines passent entre les cellules lorsque les conditions le permettent.
Beaucoup traversent directement ces cellules grâce à de minuscules canaux spécialisés appelés aquaporines. Découvertes à la fin du XXe siècle, ces protéines ont profondément transformé notre compréhension de l'hydratation. Elles permettent à l'eau de traverser les membranes cellulaires avec une rapidité remarquable, tout en conservant un contrôle extrêmement précis sur les échanges. Mais pourquoi l'eau avance-t-elle dans une direction plutôt qu'une autre? La réponse tient à un principe fondamental de la biologie, l'osmose. De chaque côté de la paroi intestinale, les concentrations en minéraux, en glucose et en autres molécules dissoutes ne sont jamais exactement les mêmes. L'eau se déplace naturellement vers les zones où elle contribue à rétablir cet équilibre. Ce n'est pas une pompe qui la pousse, ce sont les différences de concentration qui la guident, en permanence, molécule après molécule. Autrement dit, votre corps ne verse pas l'eau dans votre sang, il crée les conditions pour que l'eau choisisse le bon chemin. C'est une nuance essentielle, car l'hydratation n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question d'équilibre. Voilà pourquoi boire plusieurs litres d'eau sans apport suffisant en électrolytes peut parfois devenir contre-productif. Le sodium, le potassium et d'autres minéraux participent au maintien des gradients osmotiques qui permettent à l'eau d'être distribuée efficacement. L'eau et les électrolytes travaillent en équipe. L'un sans l'autre, la régulation devient beaucoup plus difficile. En quelques minutes, une partie de notre goutte franchit la paroi intestinale et rejoint les minuscules capillaires sanguins nichés au cœur des villosités. La voilà enfin dans la circulation. Mais son voyage est loin d'être terminé. Contrairement à l'image d'un fleuve où tout se mélange immédiatement, le sang est un environnement extraordinairement organisé. La majeure partie de l'eau nouvellement absorbée rejoint d'abord le plasma, la fraction liquide du sang. C'est ce milieu qui transporte les cellules sanguines, les hormones, les nutriments, les protéines et d'incomptables molécules de signalisation. Chaque nouvelle gorgée modifie très légèrement le volume et la concentration de ce plasma. Ces changements sont infimes, pourtant votre organisme les détecte presque instantanément. Des récepteurs spécialisés, situés notamment dans les gros vaisseaux sanguins et dans certaines régions du cerveau, surveillent en permanence la pression, le volume sanguin et la concentration des liquides corporels. Ils n'attendent pas que vous soyez gravement déshydraté pour réagir. Ils ajustent continuellement leur réponse afin de maintenir un équilibre extrêmement stable. C'est une des grandes forces du corps humain. Ils corrigent les écarts avant même que vous ne les ressentiez. Des mesures physiologiques montrent qu'une petite perte relativement faible d'eau corporelle peut déjà influencer les performances cognitives, la sensation de fatigue ou la capacité à réguler la température, surtout lors d'un effort ou d'une exposition à la chaleur. Cela explique pourquoi vous pouvez parfois avoir du mal à vous concentrer avant même d'éprouver une soif intense. Mais une autre idée reçue mérite d'être abandonnée. Beaucoup imaginent que dès que l'eau atteint le sang, elle hydrate immédiatement toutes les cellules du cœur de manière uniforme. Ce n'est absolument pas ce qui se produit. Chaque tissu reçoit l'eau selon ses besoins, son activité et les signaux biologiques du moment. Un muscle en plein effort, un cerveau concentré sur une tâche complexe ou une peau exposée à une forte chaleur ne demanderont pas les mêmes quantités au même instant. Autrement dit, votre organisme établit en permanence des priorités. Notre goutte est désormais emportée par le courant sanguin. À chaque battement de cœur, elle parcourt un réseau de vaisseaux qui, mis à bout, mesurerait près de 100 000 km. Pourtant, elle n'est toujours pas arrivée à sa destination finale. Car le véritable objectif de ce voyage n'est pas le sang, c'est l'intérieur de vos cellules. Et pour y parvenir, notre goutte devra franchir une nouvelle frontière microscopique, une frontière qui déterminera non seulement où cette eau ira, mais aussi si votre cerveau déclenchera la soif, si vos muscles fonctionneront efficacement et si vos reins décideront de conserver cette précieuse ressource ou de s'en séparer. Notre goutte voyage maintenant au cœur de votre circulation sanguine. À chaque battement de votre cœur, elle est propulsée dans un réseau de vaisseaux qui atteint pratiquement chaque millimètre de votre organisme. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le sang n'est jamais sa destination finale. Son véritable objectif se trouve derrière de minuscules frontières, les membranes cellulaires. Votre corps est composé d'environ 30 à 40 000 milliards de cellules. Chacune d'elles fonctionne comme une petite unité autonome. Elle produit de l'énergie, fabrique des protéines, élimine des déchets, communique avec ses voisines et s'adapte en permanence à son environnement. Mais aucune ne peut accomplir ces tâches sans eau. À cet instant précis, notre goutte approche de la paroi d'une cellule musculaire. Elle ne peut pas simplement traverser cette membrane.
Comme dans l'intestin, elle emprunte des passages spécialisés, les aquaporines. Ces canaux microscopiques permettent à l'eau d'entrer ou de sortir rapidement tout en préservant l'équilibre de la cellule. Mais une question se pose. Comment votre organisme sait-il quelles cellules doivent recevoir davantage d'eau? La réponse est fascinante. Il ne distribue pas l'eau comme un réseau de canalisation répartissant un volume identique dans chaque maison. Il surveille en permanence l'état de chaque territoire. Les cellules qui consomment davantage d'énergie modifient leur environnement chimique. Elles utilisent du glucose, déplacent des ions comme le sodium et le potassium, produisent de nouvelles molécules. Toutes ces activités changent très légèrement les concentrations de substances dissoutes autour d'elles. Et l'eau suit naturellement ces changements. Elle se dirige là où l'équilibre osmotique l'appelle. Autrement dit, l'eau ne répond pas à un ordre unique, elle répond à des milliers de signaux locaux qui évoluent d'une seconde à l'autre. Pendant que vous regardez cette vidéo, certaines régions de votre cerveau travaillent intensément pour analyser les mots, construire des images mentales et stocker de nouvelles informations. Leur consommation d'énergie augmente, leur besoin d'un environnement stable augmente également. Notre goutte pourrait très bien faire partie de l'eau qui contribue à maintenir cet équilibre, car le cerveau est particulièrement exigeant. Il représente seulement une petite fraction du poids du corps, mais il reçoit une part importante du débit sanguin disponible. Ces neurones dépendent d'un environnement extraordinairement stable. Une variation même modeste de l'équilibre hydrique peut influencer leur fonctionnement. C'est pourquoi une déshydratation légère peut parfois se manifester par des difficultés de concentration, une sensation de fatigue ou des maux de tête avant même que la sensation de soif ne devienne importante. Mais voici le véritable tournant de notre histoire. La plupart des gens pensent que la soif est le signal qui leur indique qu'il manque d'eau. En réalité, la soif est souvent une réponse et non le premier événement. Au centre de votre cerveau, dans une région appelée l'hypothalamus, des neurones spécialisés surveillent en permanence la concentration du plasma sanguin. On les appelle des osmorécepteurs. Ils sont capables de détecter des variations extrêmement faibles de l'équilibre hydrique. Lorsque le plasma devient un peu plus concentré, ces cellules changent légèrement de volume. Ce minuscule changement mécanique déclenche une cascade de signaux nerveux. Avant même que vous ne décidiez consciemment de boire, votre cerveau a déjà commencé à analyser la situation. Il active alors plusieurs réponses simultanément. La plus connue est la sensation de soif, mais ce n'est qu'une partie de la stratégie. En parallèle, l'hypothalamus stimule la libération d'une hormone appelée vasopressine, également connue sous le nom de ADH, pour hormone antidiurétique. Cette hormone ne vous donne pas envie de boire. Elle prépare déjà les reins à économiser de l'eau. Autrement dit, votre cerveau agit sur deux fronts à la fois. Il vous encourage à remplacer l'eau perdue tout en limitant les pertes futures. C'est une remarquable démonstration de prévoyance biologique. Des études de physiologie montrent même que le cerveau commence à ajuster certains de ces mécanismes avant même que les variations de l'eau corporelle ne deviennent importantes. Il préfère corriger de petites dérives plutôt que d'attendre une véritable crise. Et il existe un détail encore plus surprenant. Quand vous commencez à boire, la sensation de soif diminue souvent avant que l'eau n'ait effectivement été absorbée par l'intestin. Pourquoi? Parce que votre bouche, votre gorge et votre tube digestif envoient immédiatement des informations au cerveau pour lui signaler que l'eau est en route. Votre système nerveux anticipe ce qui va arriver. Il ne se contente pas de réagir, il prédit. Cette capacité d'anticipation évite que vous continuiez à boire bien au-delà de vos besoins dans la plupart des situations. C'est un exemple fascinant de la manière dont le cerveau combine des informations immédiates avec des ajustements qui se poursuivront lorsque l'eau joindra effectivement la circulation. Notre goutte entelle poursuit son voyage. Elle a participé à maintenir l'équilibre d'une cellule, elle a contribué à stabiliser le sang, elle a influencé des capteurs capables de mesurer des variations presque imperceptibles. Mais son destin n'est toujours pas fixé. Car quelque part, deux organes de la taille d'un poing sont en train d'examiner chaque millilitre de votre sang. Ils devront bientôt prendre une décision capitale. Cette eau est-elle suffisamment précieuse pour être conservée ou est-il temps de la laisser partir? À cet instant, notre goutte arrive devant deux organes qui accomplissent silencieusement un travail colossal. Vos reins. Ils ne sont pas de simples filtres destinés à fabriquer de l'urine, ils sont des centres de décision biologique capables d'ajuster en permanence l'équilibre de votre organisme.
Chaque minute, environ 1 litre de sang traverse les reins. Cela représente près de 20% du débit cardiaque au repos. Jour après jour, sans interruption, ils analysent la composition de votre sang, vérifient les concentrations de sodium, de potassium, de nombreux autres solutés et bien sûr la quantité d'eau disponible. Leur objectif n'est pas d'éliminer le plus d'eau possible. Leur objectif est de conserver exactement ce dont votre corps a besoin. Pour comprendre à quel point cette mission est impressionnante, il faut regarder de plus près leur unité de travail, le néphron. Chaque rein en contient environ 1 million. Imaginez une immense ville composée de 2 millions de minuscules laboratoires fonctionnant en simultané, chacun prenant des décisions indépendantes tout en poursuivant le même objectif, maintenir l'équilibre interne de votre corps. Notre goutte pénètre maintenant dans l'un de ces néphrons. Son premier arrêt est une structure en forme de pelote de minuscules capillaires appelée le glomérule. Sous l'effet de la pression sanguine, une partie du plasma est filtrée à travers une membrane extrêmement fine. À première vue, cela pourrait sembler être le début de l'élimination, mais ce n'est qu'une étape intermédiaire. En réalité, les reins filtrent chaque jour environ 180 litres de liquide. Pourtant, la plupart des adultes éliminent généralement qu'1 à 2 litres d'urine en 24 heures. Alors, où disparaissent les 178 litres restants? Ils ne disparaissent pas. Ils sont récupérés. Au fil du parcours dans le néphron, la quasi-totalité de l'eau filtrée est réabsorbée et renvoyée dans la circulation sanguine. Ce recyclage permanent est l'un des processus les plus efficaces de tout le corps humain. Notre goutte arrive maintenant dans les tubes rénaux. C'est ici que la décision devient véritablement stratégique. Si votre organisme manque d'eau, les cellules de ces tubes deviennent beaucoup plus perméables grâce à l'action de la vasopressine, l'hormone dont nous avons parlé un peu plus tôt. Sous son influence, davantage d'aquaporines sont insérées dans la membrane des cellules du tube collecteur. Ces canaux ouvrent une véritable autoroute microscopique permettant à l'eau de quitter le futur urine pour retourner dans le sang. Résultat, votre urine devient plus concentrée et votre corps économise son eau. À l'inverse, si vous venez de boire abondamment et que vos réserves sont suffisantes, la quantité de vasopressine diminue. Moins d'aquaporines sont présentes, davantage d'eau poursuit alors son chemin vers la vessie. Votre urine devient plus claire. Une simple différence de concentration hormonale peut donc modifier profondément le destin de millions de gouttes d'eau. Et ce réglage se produit en permanence, minute après minute, jour après jour, sans que vous en ayez conscience. Mais l'eau n'est jamais seule dans cette histoire. Les reins doivent également préserver un équilibre délicat entre l'eau et les électrolytes. Le sodium, par exemple, joue un rôle essentiel dans le maintien du volume sanguin et de la pression artérielle. Une hormone appelée aldostérone participe à cette régulation en favorisant la réabsorption du sodium dans certaines parties du néphron. Et lorsque le sodium est retenu, l'eau a naturellement tendance à suir. C'est une autre raison pour laquelle l'équilibre hydrique ne dépend jamais uniquement de la quantité d'eau que vous buvez. Il dépend aussi de la manière dont votre organisme gère les minéraux qui l'accompagnent. Des chercheurs ont montré que cette régulation est si précise que la concentration du plasma reste généralement dans une fourchette très étroite malgré des variations importantes d'apport d'eau d'un jour à l'autre. Autrement dit, vos reins ne travaillent pas seulement lorsque vous êtes déshydraté, ils travaillent tout le temps. Ils anticipent, ils ajustent, ils compensent, ils corrigent les plus petits écarts avant qu'ils ne deviennent des problèmes. C'est peut-être une des formes les plus impressionnantes d'intelligence biologique. Et pourtant, notre goutte n'a toujours pas atteint la fin de son voyage. Car contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas forcément destinée à devenir de l'urine. Elle pourrait encore être utilisée pour refroidir votre corps lors d'un effort, humidifier l'air que vous expirez à chaque respiration ou participer à de milliers de réactions cellulaires avant de quitter définitivement votre organisme. Une simple goutte d'eau peut emprunter plusieurs destins. Et c'est cette dernière partie de son voyage qui révèle toute la sophistication du corps humain. Notre goutte a maintenant parcouru un chemin extraordinaire. Elle a traversé votre bouche, glissé le long de votre œsophage, quitté rapidement votre estomac, franchi la paroi de votre intestin, rejoint votre circulation sanguine, pénétré dans vos cellules et passé avec succès le contrôle minutieux de vos reins. Pourtant, son histoire n'est toujours pas terminée.
car une fois entrée dans votre organisme, une molécule d'eau peut suivre plusieurs destins très différents. Et c'est précisément cette diversité qui rend le corps humain si remarquable. Imaginons que vous sortiez marcher par une chaude journée d'été. Quelques minutes plus tard, votre température corporelle commence légèrement à augmenter. Ce changement est minime, quelques dixièmes de degrés suffisent. Mais votre cerveau le détecte immédiatement. L'hypothalamus, qui surveille en permanence la température interne, envoie alors des signaux aux glandes sudoripares réparties sur votre peau. Notre goutte pourrait faire partie de cette sueur. Lorsqu'elle atteint la surface de votre peau et s'évapore, elle emporte avec elle une partie de la chaleur de votre corps. Ce mécanisme de refroidissement est si efficace qu'il permet à l'être humain de maintenir une température relativement stable, même pendant un effort prolongé ou sous un climat très chaud. La sueur n'est donc pas simplement une perte d'eau. C'est un système sophistiqué de régulation thermique. Et chaque goutte sacrifiée protège le fonctionnement de vos cellules. Mais ce n'est qu'un des nombreux chemins possibles. Supposons maintenant que vous soyez assis au calme, en train de lire ou de travailler. À chaque inspiration, l'air pénètre dans vos poumons. À chaque expiration, il ressort légèrement plus chaud et plus humide. Pourquoi ? Parce que les voies respiratoires humidifient continuellement l'air que vous respirez afin de protéger les tissus pulmonaires et de faciliter les échanges gazeux. Notre goutte pourrait faire partie de cette suaire. Elle pourrait donc quitter votre organisme sans que vous ne vous en rendiez compte, simplement en étant expirée sous forme de vapeur d'eau. Même lorsque vous êtes assis, parfaitement immobile, vous perdez ainsi de l'eau en permanence. Votre peau participe également à ces pertes discrètes. Même en l'absence de transpiration visible, une faible quantité d'eau s'évapore continuellement à travers la surface cutanée. Cette évaporation insensible fait partie normale du fonctionnement de l'organisme. Autrement dit, votre corps perd de l'eau même lorsque vous avez l'impression de ne rien faire. C'est précisément pour compenser ces pertes silencieuses que la sensation de soif revient régulièrement. Et puis, il existe le destin que la plupart des gens connaissent, l'urine. Si les reins estiment que votre organisme dispose de suffisamment d'eau, notre goutte poursuit son trajet dans les tubes collecteurs jusqu'à rejoindre le bassinet rénal, puis les urétères. Ces deux fins conduits transportent l'urine jusqu'à la vessie. Contrairement à une simple poche de stockage, la vessie est un organe extrêmement dynamique. Sa paroi contient des récepteurs capables de mesurer progressivement le degré de remplissage. Lorsque le volume devient suffisant, ils envoient des signaux vers la moelle épinière, puis vers le cerveau. C'est alors que naît l'envie d'uriner. Mais là encore, votre cerveau intervient. Chez l'adulte, des régions du cortex préfrontal peuvent temporairement retarder ce réflexe lorsque le contexte ne permet pas d'aller immédiatement aux toilettes. Même un geste aussi banal que décider d'attendre quelques minutes résulte donc d'une coopération entre votre vessie, votre moelle épinière et votre cerveau. Puis, lorsque le moment est venu, notre goutte quitte définitivement votre corps. Le voyage semble terminé. En réalité, il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Pendant tout ce parcours, pas une seule étape n'a été laissée au hasard. Votre cerveau a surveillé la concentration de votre sang. Votre intestin a absorbé l'eau avec une efficacité remarquable. Vos cellules ont ajusté leurs échanges grâce au gradient osmotique. Vos reins ont évalué, filtré, récupéré ou éliminé cette eau fonction de vos besoins du moment. Votre peau, vos poumons et votre système cardiovasculaire ont également participé à cette coordination permanente. Tout cela pour un simple verre d'eau. La prochaine fois que vous en buvez un, il sera difficile de voir ce geste comme une simple habitude. Car derrière chaque gorgée se cache une extraordinaire démonstration d'ingénierie biologique. Des milliards de cellules collaborent sans interruption. Des millions de décisions microscopiques sont prises chaque seconde, et la plupart passent complètement inaperçues. C'est peut-être ce qui rend le corps humain si fascinant. Les processus les plus extraordinaires sont souvent ceux que nous remarquons le moins. Si cette exploration vous a permis de regarder votre propre corps avec un regard nouveau, alors ce voyage aura atteint son véritable objectif. Car comprendre la biologie, ce n'est pas seulement apprendre comment le corps fonctionne, c'est aussi réaliser à quel point l'ordinaire peut être extraordinaire.